Bonjour et bienvenue dans cette vidéo 27 sur 30. Aujourd'hui, nous allons faire l'exploration du dataset du coronavirus. Vous avez été très nombreux à partager vos analyses et vos graphiques sur Discord, et franchement, je dois vous dire que j'ai vu des choses très intéressantes. Donc, bravo, bien joué. Maintenant, si vous qui regardez cette vidéo avez rencontré 2-3 petits soucis, que vous vous êtes un petit peu perdu durant cette analyse, surtout, ne vous en faites pas, ça arrive très souvent de rencontrer des difficultés quand on débute. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous auriez pu effectuer cette analyse de façon simple, en gardant les idées très claires. Et une fois que j'aurai fait ça, je vous montrerai également comment faire une analyse un petit peu plus détaillée. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Alors, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, l'exploration de données est une étape qui peut sembler très simple en apparence, mais qui nous donne parfois du fil à retordre dans la vraie vie. Pourquoi? Parce qu'il est assez facile de se perdre dans tous les graphiques que l'on peut créer. C'est pourquoi, moi je dis toujours, il vaut mieux faire un petit pas en avant, en analysant juste 2-3 variables intéressantes, pas plus, plutôt que de faire un grand pas en arrière en créant des tonnes de graphiques et en se perdant complètement dans notre analyse. Rappelez-vous, notre objectif, c'est de comprendre nos données. Donc, il vaut mieux les comprendre un tout petit peu que de s'embrouiller complètement l'esprit. On est d'accord? Super! Pour ça, je vous avais conseillé de faire 2 choses. La première, c'était de prendre des notes. Chose très importante. Moi, en général, je prends des notes dans un fichier Word, mais on peut très bien faire ça dans Jupyter, et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Ensuite, la deuxième chose que je vous avais conseillé de faire, c'était de suivre cette checklist de base. Si on arrive à faire ça, honnêtement, c'est un bon début, croyez-moi. Donc c'est parti. On va prendre notre dataset, et on va commencer par faire l'analyse de forme. Mais avant toute chose, on va faire une copie de notre dataset. Donc c'est parti, on va créer un dataframe df qui est égal à data.copy. Et maintenant, c'est parti. La première chose à faire, c'est identifier notre target variable. Bon, alors, c'est assez simple. Ici, c'est clairement la variable SARS-CoV-2 exam result. Donc une fois qu'on l'a identifié, qu'est-ce qu'on fait? On prend des notes. Voilà, on dit que c'est ça, notre target variable. C'est très important de faire ça, croyez-moi. Deuxième chose à faire, identifier le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Pour ça, c'est assez simple. On écrit df.shape, et voilà, on connaît le nombre de lignes, on connaît le nombre de colonnes. Voilà, on progresse doucement mais sûrement. Next, on a les types de variables. Et ouais, parce que ça c'est super utile. Quand vous avez un grand dataset, vous avez envie de savoir où sont les variables qualitatives, où sont les variables quantitatives, et tout ce genre de choses. Donc, pour ça, on peut utiliser la fonction dtypes de Panda. Ça nous indique quel type de valeur on retrouve dans chaque variable de notre dataset. Et petite astuce de pro, si vous voulez afficher les résultats en entier, alors je vous conseille d'utiliser la fonction setOptions de Panda comme ceci. Et ce qui serait intéressant, ça serait de compter le nombre de types de variables qu'on a à chaque fois. Et pour ça, on avait vu dans la vidéo Panda qu'il faut utiliser valueCounts, fonction très importante. Donc c'est parti, on écrit .valueCounts, et voilà, on voit qu'on a 70 types float, 37 variables de type objet et 4 variables de type integer. Et puis, si on a vraiment envie, on peut transformer ça en graphique en utilisant .plot.py, et voilà, ça nous donne un petit graphique sympa, mais bon, c'est pas utile, franchement non. Donc, ensuite, sur notre checklist, il faut analyser les valeurs manquantes de notre dataset. C'est la dernière chose à faire pour l'analyse de forme. Donc, en effet, lorsqu'on analyse notre dataset, on voit qu'il manque quand même pas mal de valeurs, et ça peut être embêtant. D'ailleurs, pour y voir plus clair, on pourrait afficher toutes les colonnes de ce dataset, tout comme avant on avait pu afficher 111 lignes. Pour ça, on va copier-coller cette option, et au lieu de faire display max row, on va faire display max column, et on va laisser 111 puisqu'on a 111 colonnes ici. Donc si on exécute ça, bim, on a toutes nos colonnes qui sont affichées. Et ça, c'est très cool. Et comme on peut le voir, ouais, il y a beaucoup de valeurs manquantes. Donc moi, ce que j'aime beaucoup faire pour visualiser ma valeur manquante, c'est tout simplement de visualiser mon dataset en entier.
Alors vous allez me dire, waouh, mais comment tu peux faire ça? Je veux dire, le dataset, il est géant, on ne veut pas afficher 5000 lignes et 111 colonnes. Et oui, en effet, on ne va pas faire ce genre de choses. À la place, on va afficher notre dataset dans une image, avec soit la fonction imshow de Matplotlib, soit la fonction heatmap de Seaborn. Pour ça, la première chose qu'on va faire, c'est de prendre notre dataset et d'utiliser la fonction isNA de Panda. Cette fonction, elle nous fait quoi? Elle vérifie si une valeur est NA, c'est-à-dire not a number. Si on exécute ça, qu'est-ce qu'on voit? On a un tableau booléen dans lequel on a des false, on a des true. Voilà. Donc, si on voulait afficher tout ça avec Seaborn, c'est très simple. On va écrire sns.heatmap de ceci. Et regardez ce qui se passe quand on exécute la cellule. Bim, on voit tout notre dataset avec toutes ces lignes et toutes ces colonnes. En blanc, on voit là où il y a des valeurs manquantes, et en noir, on voit les positions dans lesquelles on a tout simplement des valeurs. Alors bon, pour afficher cette figure un peu plus grand, on va créer une figure de dimension, disons, 20-10. Ensuite, dans heatmap, on va éliminer cette color bar en écrivant cbar égale false, puisqu'elle ne nous sert à rien. Ce qui nous donne donc le graphique suivant, qui est tout de suite beaucoup plus lisible. Donc, il est temps d'analyser ce graphique. Et tout de suite, on voit qu'on a beaucoup de blanc, c'est-à-dire beaucoup de valeurs manquantes. Toutes les colonnes qui sont sur la droite, donc toute cette zone-là, elle est vide, ultra vide. Donc c'est sûrement une zone qu'on va éliminer par la suite, lors du pre-processing. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a là quelque chose de très intéressant, c'est qu'on peut voir des lignes. Et ça veut dire deux choses. La première, c'est que c'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire qu'on va pouvoir faire un petit peu d'élimination des variables, des valeurs manquantes avec drop NA par la suite, potentiellement. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose que ça veut dire, c'est que ces variables qui forment une ligne ont sans doute un rapport les unes avec les autres. Quand vous voyez ça, ça sent le rapport, ça sent la relation. Donc il faut garder ça à l'esprit. Donc, à présent, si on veut mesurer le pourcentage de valeurs manquantes qui nous manquent dans nos différentes colonnes, que va-t-on faire? On va faire df.isNA. Ça nous donne le tableau qu'on avait tout à l'heure. Puis, on va faire la somme. Donc, on a ici la somme des valeurs manquantes qu'on retrouve dans toutes nos colonnes. Ok, ça va. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un pourcentage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser ça par le nombre de lignes de notre tableau, donc on fait df shape 0, donc là ça nous donne un pourcentage, ok, donc on voit en effet que par exemple 98% des valeurs de cette variable sont des valeurs manquantes, c'est quand même dingue, et pour finir, ce qu'on peut faire en général, c'est de trier tout ça dans l'ordre croissant ou l'ordre décroissant. Pour ça on utilise la fonction sortValue, ou values, j'ai un petit doute. Non, c'est values, oui. Et voilà, donc on peut écrire à l'intérieur si on veut avoir un ordre ascendant ou non. Donc on écrit ascending égale true ou false. On peut faire comme ça, ou bien false. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est voilà, que patient ID, patient age quantile, etc. Tout ça, ce sont des variables dans lesquelles il n'y a aucune valeur manquante. Donc il s'agit de nos premières variables tout à gauche de notre dataset. Ensuite, on peut voir qu'on a un deuxième groupe de variables qui sont toutes à 76% de valeur manquante. Très intéressant. Donc ça correspond ici à une ligne qu'on avait pu identifier. Et c'est probablement cette ligne-là, parce qu'elle semble, ce groupe de lignes, on va dire, parce qu'elle semble assez chargée. Voilà, en haut, on a beaucoup de valeurs. Et ensuite, on voit qu'on a des variables qui sont à 89 jusqu'à 90. Là encore, il s'agit d'une ligne. C'est clair, toutes ces variables sont à 89. Donc, il s'agit peut-être de ce groupe de colonnes. Et ensuite, le reste de notre tableau, on dirait que voilà, c'est ça. Là, bon, ok, il y a 2-3 variables qui sont toutes à 97, 2-3 variables qui sont toutes à 98. Mais vous savez quoi? Bien sûr, en théorie, il serait très intéressant d'analyser ces variables, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec 98% de valeurs manquantes? Il
Il n'y a rien à faire. Vraiment, il n'y a rien à faire. Donc, on ne va pas se compliquer la tâche. Ce qu'on va faire pour la suite de cette analyse, c'est tout simplement d'éliminer toutes ces variables. Peut-être même qu'on va éliminer en fait toutes les variables qui sont supérieures à 90% de valeur manquante. En plus, ça va nous permettre de nous focaliser sur ces deux groupes de données qu'on peut identifier, le groupe des variables à 89% et le groupe des variables à 76%. Parce que notre intuition nous dit qu'il y a quelque chose à regarder avec ces variables. Donc, conclusion sur cette analyse des valeurs manquantes. On a pu voir qu'on a beaucoup de n à n. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pu voir? On a pu aussi voir que, eh bien, il y a deux groupes de données, très clairement, dans notre dataset, et ça, on a pu l'identifier grâce à l'analyse des valeurs manquantes. Encore une fois, c'est assez fou. Et en fait, en faisant quelques recherches sur Internet, on se rend compte que le groupe où il y a 76%, eh bien, ça, c'est un groupe de tests bactéries, virus, voilà, d'autres virus. Et ensuite, les variables qui ont 89% de valeur manquante sont en fait des variables liées à des taux de globules blancs, de globules rouges, ce genre de choses. Ok, avec ça, on a terminé notre première analyse de forme. Maintenant, on va passer à l'analyse de fond. Donc c'est parti, on va commencer cette analyse de fond, mais avant toute chose, nous allons un petit peu nettoyer notre dataset. On va commencer par éliminer les colonnes qui sont inutiles, les colonnes qui sont complètement remplies de vide, comme ces colonnes dans lesquelles il y a 100% de valeur manquante. Mais peut-être qu'on va aussi éliminer toutes les colonnes jusqu'à 90%. Voilà. Donc, comment faire pour éliminer avec une seule ligne de code toutes les données, toutes les variables dans lesquelles il y a plus de 90% de données manquantes? On va réécrire df.isNA.sum divisé par df.shape0, ce qui nous donne notre pourcentage comme on avait tout à l'heure. Puis, on va faire du Boolean indexing en sélectionnant toutes les valeurs qui sont inférieures à 0,9. Donc ça nous donne le tableau suivant. Et ce tableau booléen, on va le réinjecter dans notre data frame. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser df.columns pour identifier toutes les colonnes dans lesquelles, en effet, on a moins de 90% de valeur manquante. Donc là, on a juste pris les true. Et maintenant qu'on a ces colonnes, on va tout simplement les faire passer dans notre nouveau data frame. Donc on va faire df de ça. Et voilà, ça nous donne le résultat suivant. Donc on est passé de 111 colonnes à 39 colonnes. Et bien sûr, il ne faut pas oublier d'enregistrer ça dans notre data frame. Donc on réécrit notre data frame en disant qu'il est égal à ce résultat. À présent, si on réaffiche ce tableau avec notre fonction heatmap de tout à l'heure, eh bien on obtient le tableau de valeurs manquantes suivant. On a bien éliminé les colonnes qu'on avait estimées inutiles. Donc là, on a quelque chose de bien propre sur lequel faire notre analyse de fond. Mais il y a peut-être encore une colonne qu'il faut éliminer, c'est Patient ID. Oui, parce qu'en effet, avoir ce numéro pour chaque patient, ça va nous servir à rien du tout. Donc, rappelez-vous, pour éliminer une colonne dans un tableau data frame, il suffit d'utiliser la fonction drop, Patient ID, et on précise bien sûr l'axe, axe 1, c'est-à-dire l'axe des colonnes. Voilà, il n'y a plus de Patient ID. Parfait. Ok, donc maintenant qu'on a nettoyé, préparé notre dataset, on va pouvoir commencer par la visualisation de target. Donc notre target, on l'avait identifié ici, c'est SARS-CoV-2 exam results. Vous voyez aussi l'intérêt de noter les choses, c'est qu'on peut faire des copier-coller, être plus rapide, être plus productif. Et qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Eh bien, on veut commencer par compter le nombre de tests, le nombre de cas positifs et le nombre de cas négatifs. Donc encore une fois, on utilise value counts, fonction très utile de Panda. Qu'est-ce qu'on voit? On voit donc qu'on a 5000 cas négatifs et 500 cas positifs, à vue d'œil. Donc, on peut affirmer que nos classes ne sont pas équilibrées pour ce problème. Et que donc, il faudra sûrement utiliser une métrique comme le score F1, la sensibilité ou la précision, qu'on a vu dans la dernière vidéo. Donc, on va écrire ça dans notre rapport, comme quoi il y a 10% de cas positifs, et le reste, c'est simplement des cas négatifs. D'ailleurs, petite astuce, si vous voulez afficher tous ces résultats en pourcentage, écrivez normalize égale true à l'intérieur de value count.
À présent, sur notre checklist, il faut comprendre la signification de nos variables, de nos différentes variables. Donc ça, c'est une autre chose très importante à faire lorsqu'on fait l'exploration de nos données, c'est de tracer les histogrammes de nos valeurs continues. Donc pour ça, petite astuce, on va créer une boucle for en sélectionnant toutes les colonnes qui sont des colonnes de type, par exemple, float dans notre dataset. Donc on va faire for call in df.select dtypes, super astuce de Panda, dans laquelle on va pouvoir choisir un type. Donc à quoi ça nous a servi au début de faire l'analyse de forme? Eh bien de pouvoir identifier les différents types que l'on a. Donc on a des float 64. Alors on peut tout simplement écrire float. Donc on va écrire float. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Déjà on va vérifier nos différentes colonnes. Donc on va imprimer ces colonnes. Oui, en effet. Tout s'est bien produit. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va créer des histogrammes. On va observer la répartition, la distribution des données pour chacune de ces colonnes. Pour ça, on peut utiliser matplotlib, mais on peut aussi utiliser Seaborn, que j'aime beaucoup. Donc, on va écrire sns.distplot. Pourquoi distplot? Pour distribution plot, voilà, une courbe de distribution. Et donc, à chaque fois, on va y faire passer la colonne de notre data frame. Et donc, on obtient la distribution de nos différentes variables. Déjà, première chose qu'on voit, c'est que toutes nos courbes sont centrées en 0. Et elles ont l'air d'avoir un écart type égal à 1. Ce qui nous laisse immédiatement comprendre que ces données ont été standardisées. Ça, c'est important à savoir. Maintenant, on peut aussi voir que pas mal de ces variables suivent une distribution normale, mais pas toutes. Là, on a des distributions asymétriques. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, maintenant qu'on a un peu mieux compris le sens des variables de type float, on va travailler sur une autre variable qu'on n'a pas encore examinée jusqu'à présent, c'est l'âge, age quantile. Ça va être intéressant. Donc, comme tout à l'heure, on peut commencer tout simplement par faire un distplot de cette variable. Et là, on obtient quelque chose d'assez intéressant. Ok. Alors, ça peut sembler curieux au premier abord. Quelles sont ces valeurs? Pourquoi ça va de 0 jusqu'à 19/20? Pourquoi la répartition ressemble à ceci? Eh bien, malheureusement, la personne qui a posté ce dataset sur Kaggle n'a laissé aucune information au sujet de cette variable. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est émettre des hypothèses. Et on n'aura jamais la réponse absolue. Donc on pourrait se dire, étant donné que l'âge d'un individu, ça va de 0 jusqu'à 100 ans en général, on pourrait a priori penser qu'il s'agit là de tranches d'âge. Donc 0, ça correspond aux personnes qui ont entre 0 et 5 ans. 1, ça correspond aux personnes qui ont entre 5 et 10 ans. 2, c'est 10-15 ans, etc., etc. Maintenant, ça n'est qu'une hypothèse. On ne peut pas exactement savoir si c'est ça, s'il s'agit bien des personnes qui ont entre 0 et 5 ans, entre 5 et 10, 10 et 15, etc. Ou bien si cette variable a en fait été transformée de façon mathématique avec par exemple, quantile transformer. C'est tout à fait possible, on n'en sait rien, on ne peut pas le savoir. Donc voilà, pour age quantile, on peut écrire qu'il est difficile d'interpréter ce graphique. Clairement, les données ont été traitées. La personne qui a mis le dataset ne l'a précisé nulle part, mais c'est pas très important. Donc, à ce stade, on a visualisé nos variables continues. On a également visualisé l'âge, quantile, puisqu'il n'était pas intégré dans les floats. Il nous reste maintenant à visualiser les variables catégorielles, donc de type object. Donc, la question que vous vous posez peut-être, c'est comment est-ce qu'on visualise des variables qualitatives ou des variables catégorielles? Eh bien, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer par simplement vérifier les différentes catégories qui résident dans chaque variable. Par exemple, pour notre variable target, on a deux catégories, c'est la catégorie positif et la catégorie négatif. Alors, comment visualiser tout ça? Vous pouvez vous dire, ok, on va utiliser value counts. On peut utiliser value counts, mais moi je préfère utiliser une fonction qui nous vient de NumPy, qu'on avait vu dans la vidéo, je pense 12 sur 30, c'est la fonction npUnique. Et cette fonction, elle est aussi disponible dans Panda. Donc, juste à titre d'exemple, si on utilise cette fonction sur notre target, qu'est-ce que ça nous retourne? Voilà, on a un tableau dans lequel on nous précise les deux catégories qui sont présentes dans cette variable. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de copier-coller la boucle for qu'on avait tout à l'heure pour nos variables continues,
et l'utiliser cette fois-ci non pas sur les variables de type float, mais sur les variables de type object. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va imprimer le nom de la colonne, puis on va imprimer df.colonne.unique. Et ceci nous retourne le résultat suivant qui est relativement illisible. Donc là, j'ai une petite astuce d'affichage à vous confier. Il suffit de créer des f-strings dans lesquels on va donc mettre tout ça entre accolades. Et à l'intérieur de l'accolade qui est située tout à gauche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire double point tiret inférieur, il y a beaucoup de choses, puis un grand chiffre du type 50. Et qu'est-ce que ça nous donne? Le résultat suivant. Super cool. Alors, petite explication rapide, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais là, qu'est-ce qu'on fait en fait? Ceci nous permet de créer un système de marge très rapide. Voilà. Si vous enlevez le tiret, bah voilà, il n'y a plus les tirets. Si vous changez la valeur, que vous mettez 20, bon bah, c'est simplement espacé de 20, mais du coup, on va avoir des trucs qui ne se rejoignent pas tout à fait. Donc voilà, vous pouvez rapidement jouer avec ça. C'est très utile. Petite astuce. Donc, maintenant, passons à l'analyse de nos variables. On voit que ce sont à chaque fois des variables binaires. Voilà, on a soit négatif, positif, ou bien detected, not detected. On remarque juste une variable, tout en bas, qui ne possède qu'une seule variable, qu'une seule valeur, pardon, not detected. Donc, cette variable, en l'occurrence, elle ne nous servira absolument à rien. Donc, voici la première chose à faire lorsqu'on analyse des variables qualitatives. Commencer par voir les différentes catégories qu'il y a dans chaque variable. Très important. Ensuite, on peut venir compter le nombre de valeurs qu'il y a dans chaque catégorie. Donc, pour ça, on va reprendre notre boucle for, on va la copier en dessous, et au lieu d'imprimer tout ça, on va créer une nouvelle figure. On va prendre df de notre colonne, .valueCounts pour compter les valeurs qu'il y a dans chaque variable. Et ensuite, on va afficher tout ça, pourquoi pas, avec un graphique, comme on appelle en français, camembert. Et ça nous donne le résultat suivant. Donc, on peut voir que la majorité des tests viraux sont négatifs, mis à part un qui semble vraiment intéressant, c'est le rhinovirus et entérovirus. Donc, conclusion, variables qualitatives, elles sont toutes binaires, ce sont les variables virales, et il y a le rhinovirus qui semble très élevé. Voilà, ça c'est juste une petite note. Donc, c'est fini pour cette petite catégorie signification des variables. On a pu comprendre nos variables continues, qualitatives, ainsi que l'âge. Alors, j'ai juste pas encore fait l'analyse de ces trois variables, si le patient est admis en soins réguliers, semi-intensifs ou bien en soins intensifs, parce que je le réserve pour la partie d'analyse un petit peu plus détaillée, qui viendra après. En attendant, il nous reste à faire la dernière chose de notre checklist de base, qui est de visualiser la relation entre nos variables et notre target. Étant donné qu'ici, on a deux groupes d'individus, les individus positifs et les individus négatifs, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par créer des sous-ensembles positifs et négatifs pour faciliter l'analyse après coup. Donc, pour faire ça avec Panda, en général, on va faire du Boolean indexing. Si on sélectionne notre colonne SARS-CoV Result et qu'on veut tous les cas qui sont positifs, hein, on va écrire ça, on va faire du Boolean indexing, et qu'est-ce qu'on va faire? On va réintégrer ça dans notre data frame. C'est toujours la même technique. Donc on fait df lorsque ceci est vérifié, on ferme, et voilà. Là on se retrouve avec le data frame dans lequel, d'ailleurs, on peut voir tout de suite, il n'y a que 558 lignes. Donc ce data frame, on va le nommer positive df, et on va faire la même chose pour un data frame négative df. Maintenant, après avoir fait ça, on pourrait se dire, pourquoi ne pas créer des sous-ensembles blood et viral, puisqu'on avait clairement identifié dès le début ces deux catégories de variables? Eh bien, allons-y. En plus, on peut faire ça en utilisant simplement des petits calculs sur les nombres de valeurs manquantes qu'on a dans chaque variable, puisqu'on avait identifié que blood, ça avait en général
89% de variables de valeur manquante, et viral, c'était aux alentours des 76. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait calculé le taux des valeurs manquantes qu'on avait partout, voilà, avec cette expression. Et bien ça, on va l'enregistrer dans une variable qui s'appelle missing rate, et donc on peut filtrer notre dataset en écrivant par exemple qu'on veut tous les cas missing rate qui sont inférieurs à 0,9, mais également tous les cas de missing rate qui sont supérieurs à, disons, 0,88. Et donc, avec df.columns, on se retrouve avec la liste de colonnes suivantes. Et il s'agit bien de toutes nos colonnes de type test sanguin. Donc, on va créer une variable blood columns qui est égale à ceci. Et on va pouvoir faire la même chose pour une variable viral columns dans laquelle on aura simplement des taux différents, c'est-à-dire inférieur à 0,88 et supérieur à 0,75. Maintenant qu'on a créé ces sous-ensembles, on va pouvoir donc visualiser les relations target variable de façon ultra efficace, ultra rapide, vous allez voir. On va commencer par visualiser, disons, la relation target et blood. Pour ça, on va créer une boucle for. Comme tout à l'heure, on va utiliser sns.distplot, voilà, diagramme de distribution, mais on va séparer les cas qui sont positifs et les cas qui sont négatifs. Donc, on va faire distplot de positive des f, dans lequel on sélectionne notre colonne, et on rajoute un label en disant que ça, c'est le cas positif, et on copie-colle cette ligne pour remplacer tout ça par le cas négatif, tout simplement, négative. On rajoute une figure et une légende, et on se retrouve avec les graphiques suivants. Et là, ça commence à devenir intéressant. On peut donc voir, variable après variable, s'il y a une différence entre les cas positifs et négatifs. Allez, je vous propose de visualiser ça tout de suite. Donc là, clairement, on voit rien de spécial. Ici, pareil. Ah, là, on commence à voir quelque chose. Platelets. Sur les platelets, on va prendre ça dans nos notes, on va le rajouter. On peut voir que, ok, il semblerait que les gens atteints du coronavirus, les gens positifs, ont des taux de platelets différents de ceux qui soient négatifs. Maintenant, c'est une idée. Si on veut être robuste, cette idée, il va falloir la transformer en hypothèse et tester cette hypothèse. Et ça, on le fera tout à l'heure dans la partie un peu plus détaillée. Mais on va noter ça dans notre prise de notes. On va écrire, ok, platelet, tester cette hypothèse. Il semblerait qu'il y ait une différence. Ensuite, mean platelet volume. Ok, bon, bah, c'est à peu près la même chose. Red blood cells, à peu près la même chose. Lymphocytes, ok. Ok. Ah, sur les leucocytes, encore une fois, on a une différence. Et sur les monocytes également, on a une différence. Donc, conclusion de cette partie. On dirait que les taux de monocytes, platelets et leucocytes semblent liés au Covid-19. Et on va tester cette hypothèse plus tard. Première chose intéressante qu'on a pu visualiser ici. Donc, première conclusion intéressante de cette analyse de fond. Maintenant, on va essayer de visualiser la relation entre la target et l'âge quantile. Donc pour ça, on pourrait reprendre le code qu'on a fait jusqu'ici, mais je vais vous montrer une autre fonction de Seaborn qui est très utile, une fonction que vous devez rajouter dans votre boîte à outils de Data Scientist, c'est la fonction countPlot, SNS countPlot, dans laquelle, si on a un petit doute, eh bien on tape Shift Tab dans Jupyter, et boum, on peut voir comment s'en servir. Donc ok, il faut préciser X, U et Data. C'est ce qu'on va faire. Donc on va dire que X, c'est donc l'âge quantile. Le U, c'est le SARS-CoV-2 exam result. Et notre data frame, eh bien, c'est DF. Voilà. Là, on peut prendre le data frame en entier. Si on exécute ça, on obtient le graphique suivant. Donc un graphique dans lequel on compte le nombre d'apparitions de chaque patient âge quantile pour les résultats positifs et les résultats négatifs de cette variable. Voilà, c'est ça le graphique countPlot. Très utile, très pratique, retenez-le. Donc, que nous dit ce graphique? Eh bien, il nous dit quelque chose d'assez
perturbant, j'ai envie de dire. C'est que il semblerait que l'âge soit lié au fait que l'on soit positif ou négatif au coronavirus. Malheureusement, premièrement, on ne connaît pas vraiment cette variable patient age quantile. Voilà, on ne sait pas trop ce que c'est. On a seulement émis des hypothèses, mais toute décision basée ou construite là-dessus sont des décisions à fort risque. On ne peut pas dire ah bah 0, 1, 2, 3, 4, ce sont les gens qui ont moins de 20 ans. Non, c'est super compliqué. En plus, ça serait vraiment une très mauvaise conclusion de dire que ah bah il semblerait que les enfants ou les mineurs ne soient pas touchés par le coronavirus. Pourquoi? Parce qu'on sait depuis longtemps maintenant que oui, les mineurs sont également touchés par ce virus. Tout le monde est touché. L'âge n'a aucune importance. Donc on pourrait essayer de comprendre pourquoi est-ce que dans ce graphique, voilà, on a moins de patients qui sont dans l'âge quantile 0, 1, 2, 3 que les autres patients qui sont dans les quantiles supérieurs. On ne peut pas le savoir. La moindre idée qu'on pourrait avoir serait une idée très risquée. Cependant, ça ne veut pas dire que c'est une variable qu'on va jeter à la poubelle. Elle peut être utile, et on va le voir dans la partie de l'analyse un peu plus détaillée. Donc, encore une fois, on a complété nos notes avec ce qu'on vient de dire sur la relation target-âge, et maintenant, on va terminer cette analyse basique en examinant la relation qu'il y a entre notre target et les variables qualitatives. Donc, autrement dit, les variables qui sont les tests viraux. Voilà. Est-ce que tel individu a telle ou telle maladie? Alors pour ça, quand on veut comparer deux catégories ensemble, puisque notre target est une catégorie et nos tests viraux sont également des catégories, on utilise en statistique ce qu'on appelle une cross-tab. En tout cas, c'est comme ça que ça s'appelle dans Panda. Et ça aussi, c'est un outil très important à rajouter dans votre boîte à outils de data scientist. Vous écrivez pd.crosstab et à l'intérieur, vous définissez les deux variables qualitatives que vous voulez comparer. Donc, par exemple, on peut vouloir comparer notre target avec le virus influenza A et ça nous donne la table suivante. Donc, on peut voir ici les croisements pour les cas positifs et négatifs de nos deux virus. En l'occurrence, on voit que 18 personnes qui sont contaminées par le influenza A sont en fait négatifs au coronavirus. Personne n'a à la fois le coronavirus et le influenza A, en tout cas dans cet hôpital dont on fait l'étude. Et voilà, des gens qui ont le coronavirus mais qui ne sont pas détectés au influenza A, il y en a 112, etc., etc. Donc, pour automatiser tout ça, on va faire comme tout à l'heure, une boucle for dans laquelle on vient piocher une après l'autre les différentes variables que l'on a dans Viral Columns. On va créer une cross-tab dans laquelle on veut comparer exactement ce qu'on a fait tout à l'heure, mais pour la colonne en question. On met tout ça dans une heatmap de Seaborn, le même outil qu'on a utilisé au tout début de la vidéo. Et moi, j'ai rajouté 2-3 petits gadgets. Je veux mettre les annotations dans ma heatmap, c'est-à-dire qu'on va avoir ces nombres-là qui vont apparaître dans la heatmap. Et j'ai aussi voulu afficher les nombres en entier. Voilà, avec cette petite commande. Vous n'avez pas besoin de retenir ça. Donc si on exécute tout ça, il n'y a pas de bug, c'est super cool. Et là, on va pouvoir faire l'analyse de toutes nos cross-tabs sur tous nos virus. Donc, ce qu'on peut observer, sans grande surprise, c'est qu'en général, cette case en bas à gauche va être 0. Voilà, il y a très peu de personnes qui vont avoir deux virus en même temps, c'est quand même assez rare, mais c'est pas impossible biologiquement. Ensuite, des gens qui sont détectés dans l'un ou deux, voilà, bon, il y en a quelques-uns. Et les gens qui sont négatifs sont assez nombreux, bien évidemment. Donc voilà, ça c'est très intéressant. Il y a juste quelque chose de très curieux, ça concerne encore ce rhinovirus. Voilà, on peut observer qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus à l'hôpital qui avaient le rhinovirus, mais qui n'ont pas le coronavirus. Alors, quand on voit ça, on peut commencer à avoir plein d'idées, genre « Oh mon Dieu, quand on a le rhinovirus, on n'a pas le coronavirus », et se lancer dans des tests de Ki2 pour essayer de valider ces hypothèses, mais non, il ne faut surtout pas faire ça. Parce que il s'agit simplement d'un hôpital. Si ça se trouve, si on fait 2-3 recherches sur Internet, on va se rendre compte que ce virus, il est hyper courant dans la région concernée.
Non, on peut pas faire ça. C'est pas parce que tout d'un coup, il y a plein de gens à l'hôpital qui ont une maladie A et aussi une maladie B que les deux sont liés. Pas du tout. Donc, moi, je vois ça, je vous le dis tout de suite, j'ai pas forcément envie d'analyser plus en détail ce genre de choses à ce stade de développement. Voilà, je me dis simplement, ok, il y a des choses intéressantes à noter, mais on voit pas forcément de lien entre ces différentes choses. Par contre, là, on a quelque chose d'intéressant, et on en avait parlé tout à l'heure. On a une variable dans laquelle il y a, il y a qu'une seule valeur, not detected. Donc cette variable, elle partira d'office. Donc, on termine tout ça avec notre prise de notes. On voit que les doubles maladies sont très rares, que ce virus, rhinovirus, blablabla, positif, il y en a beaucoup dans cet hôpital, mais est-ce que ça a un lien avec le coronavirus? Je ne pense pas, parce qu'il est tout à fait possible d'avoir plusieurs épidémies en même temps. Ça ne veut pas dire qu'elles sont liées. Il ne faut pas faire de conclusions fallacieuses. Et s'il y a une hypothèse à tester, testons-la. Mais ici, moi, j'ai pas envie de faire ça à ce stade. Comme je le dis ici, il est possible que tout ça n'ait aucun lien avec le coronavirus. Voilà. Il faut juste rester un petit peu pragmatique au bout d'un moment. Donc, conclusion de cette analyse initiale. On a pu voir qu'il manque beaucoup de données, que dans le meilleur des cas, on va pouvoir garder seulement, disons, 20% de notre dataset. On a pu identifier notre target, on a pu faire l'analyse de forme, on a pu identifier deux groupes de données, très utiles. On a pu voir qu'il y a environ seulement 10% de cas positifs dans notre dataset. Et on a fait une série d'analyses très intéressantes sur nos différentes variables. Cette analyse nous a permis de montrer qu'il y a peu de variables qui nous permettront de réellement faire une différence entre les gens qui ont le Covid-19 et les gens qui ne l'ont pas. Cependant, c'est pas une raison pour abandonner le projet. On a un objectif et on va aller jusqu'au bout. Si on pense que c'est trop compliqué de pouvoir prédire le Covid-19 avec les données cliniques dont on dispose, eh bien, on va jusqu'au bout. On démontre pourquoi c'est trop compliqué. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faudrait en plus. Est-ce qu'il faut plus de données? Est-ce qu'il faut plus de variables? Est-ce que notre modèle sera en overfitting, en underfitting? C'est ça, le machine learning. Donc voilà, honnêtement, c'est l'une des choses les plus importantes que vous devez retenir dans cette vidéo. À présent, je vous propose de procéder à une analyse un peu plus détaillée, mais on va essayer d'accélérer un peu parce que la vidéo est déjà assez longue, je pense. Ok, dans cette analyse un peu plus détaillée, on va s'intéresser à la relation variable-variable. Donc ce qu'on avait fait jusqu'à présent, c'était d'analyser les variables elles-mêmes, voir leur distribution, ce genre de choses. Ensuite, l'étape suivante, c'était d'analyser les relations target-variable. Et ensuite, ce qu'on fait en général, l'étape supérieure, c'est d'analyser les relations entre nos différentes variables. Mais on ne fait pas ça n'importe comment, on va faire ça en catégories. Donc on va commencer par visualiser les relations qu'il y a entre nos différentes variables de taux sanguin. Ensuite, on visualisera les relations entre ces variables et l'âge des individus. On essaiera par exemple de voir si, au fur et à mesure qu'un individu vieillit, eh bien, certains taux, par exemple de globules blancs, ou j'en sais rien, diminuent ou augmentent, ça pourrait être intéressant. On essaiera de voir s'il y a des choses intéressantes au sein des variables virales. Et ainsi de suite, on testera 2-3 idées, on va essayer justement d'explorer notre dataset, trouver des idées, visualiser certaines choses. Ensuite, on fera une analyse un petit peu plus approfondie des valeurs manquantes de notre dataset. Et pour finir, on testera quelques hypothèses. C'est des hypothèses comme quoi, par exemple, les individus atteints du Covid ont des taux de leucocytes, monocytes et platelets significativement différents de ceux qui n'ont pas le Covid-19. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait pu observer tout à l'heure sur ces graphiques-là. Voilà, on se disait, waouh, c'est fou, les leucocytes sont très différents, mais est-ce qu'ils le sont significativement? Eh bien ça, on va le tester avec un test de Student. Donc c'est parti, je vous propose de commencer par les relations blood data. Donc, est-ce que vous vous rappelez de la fonction magique de Seaborn pair plot, hein? Celle-là, on s'en souvient, hein. Cette fonction est super magnifique. Le problème, c'est que beaucoup trop de gens essayent de l'utiliser dès le début d'un projet de data science. Voilà, ils sont là, ok, j'ai mon dataset, pair plot direct. Mais non, non, ça peut pas marcher comme ça. Si vous voulez utiliser pair plot, il faut un petit peu filtrer votre dataset, exactement comme ce qu'on a fait ici. Là, on a vraiment des données tests de taux sanguin,
Et ça va être génial avec pairplot justement. Donc si on fait sns.pairplot, dans lequel on va faire df de blood columns, bim, on se retrouve avec le graphique suivant. Et il est très très intéressant ce graphique. On pourrait l'analyser pendant des heures, mais je vous rassure, on ne va pas le faire. Ce qu'on peut voir, c'est toutes les relations assez linéaires qu'on va trouver entre certaines variables, comme par exemple les variables d'hémoglobine qui sont tout en haut. Mais je vais vous montrer une façon beaucoup plus rapide de voir ce graphique. Et donc cette façon encore plus rapide, c'est d'utiliser une heatmap dans laquelle on va prendre la corrélation, la matrice de corrélation de tout ça. Donc on fait df.bloodcolumns, enfin df de bloodcolumns.core. C'est la fonction core de Panda qui est extrêmement utile. Retenez-la vraiment, celle-là très très importante. Et ça nous montre quoi? Ça nous montre exactement le tableau qu'on avait ici, mais avec les corrélations. Donc plus une corrélation est proche de 1, plus les deux variables évoluent positivement les unes avec les autres. Quand l'une augmente, l'autre augmente aussi. On peut voir par exemple donc que l'hémoglobine et l'hématocrite, je ne sais pas ce que c'est, sont fortement corrélés. Tout comme on pouvait le voir ici. Voilà, quand l'une évolue, l'autre évolue avec. Elle monte en même temps. Donc à ce stade, on n'est pas en train de prendre des décisions, on est simplement en train de collecter des informations pour prendre des décisions par la suite. Donc heatmap peut être sympa. Il y en a une autre fonction de Seaborn très super, c'est clustermap. Celle-ci, elle vous rassemble directement vos variables, elle les organise de manière à créer des clusters, comme ceci. Donc voilà, on peut voir que ces trois variables sont très corrélées. Là aussi, on a des variables qui sont très corrélées. Et voilà, à ce stade, on ne peut pas dire exactement à quoi ça va nous servir, mais c'est une information très utile pour prendre des décisions par la suite, notamment lorsqu'on va faire de la modélisation. Très très important d'avoir ce graphique. Donc, dans notre prise de notes, on peut écrire que certaines variables sont très corrélées, on a plus de 0,9 de coefficient de corrélation, donc à surveiller pour plus tard. Information très utile. À présent, on va visualiser les relations qu'il y a entre le sang et l'âge de l'individu. Donc pour ça, on va, comme tout à l'heure, créer une boucle for, columns in blood columns. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une nouvelle fonction de Seaborn qu'on n'a pas encore vue dans cette formation, mais c'est le moment de la découvrir. C'est la fonction lmplot qui nous permet de visualiser des courbes de régression dans nos nuages de points. Donc cette fonction, on va s'en servir pour afficher en abscisse l'âge d'un patient, en ordonnée la variable de sang qui est concernée. En discrimination, on va utiliser les cas positifs et les cas négatifs au coronavirus. Et bien sûr, tout ça sur notre dataset. Ce qui nous donne donc, si on exécute tout ce code, les graphiques suivants. Donc, première chose qu'on constate, c'est que nos deux droites de régression ne sont pas superposées les unes aux autres. C'est une première bonne chose. On remarque quelques outliers au passage, qu'on ne va pas éliminer dans cette vidéo, parce que la vidéo est déjà très longue. Et ce qui nous intéressait de voir, c'était s'il y avait une sorte de relation linéaire entre l'âge et certaines valeurs, certains taux sanguins. Eh bien, je pense que la réponse est non. À travers nos différents graphiques, on dirait qu'il y a des tendances linéaires, par exemple entre la MCV, je ne sais toujours pas ce que c'est, le mean corps plus le volume et l'âge du patient, voilà, on dirait qu'il y a une relation linéaire, mais elle semble très très faible. Et la façon de vérifier tout ça, c'est encore une fois de tracer une matrice de covariance. Mais on ne va pas s'embêter avec une matrice entière, on va simplement tracer la covariance, la corrélation, la covariance pourrait aussi aller, mais la corrélation entre l'âge et les différentes blood variables. Donc pour ça, on prend notre dataset df, on utilise la fonction correlation, donc là ça nous donne toute notre matrice de corrélation pour toutes les variables quantitatives, mais on va filtrer ça en ne sélectionnant que la variable de l'âge du patient. Et si on utilise la même technique qu'au début de cette vidéo, à savoir sort values, alors on peut voir les coefficients de corrélation qui sont les plus proches de 1 et de moins 1. On voit que voilà, les coefficients de corrélation les plus élevés
atteignent à peine 0,28. C'est vraiment très faible comme corrélation. Donc, il n'est même pas utile de générer une hypothèse en se disant « Ok, il semblerait que l'âge ait une influence sur le taux de globules blancs ou ce genre de choses. » Non, ça sert à rien. On a tout de suite la réponse. On voit que la corrélation est ultra faible. Néanmoins, ces variables seront quand même utiles dans notre modélisation. Mais encore une fois, là, notre but, c'est de collecter des informations pour comprendre les relations, les forces entre les différentes variables. Donc, il est temps de prendre des notes. On observe une très faible corrélation entre âge et taux sanguin. Ce sont deux variables qui auraient très bien pu travailler main dans la main dans une étape de modélisation. Malheureusement, c'est pas aussi fort que ce qu'on espérait. Donc à présent, on va s'intéresser à la relation qu'il y a entre les variables virales. Donc là, cette fois-ci, tout à l'heure, on avait une crosstab. Cette fois-ci, on pourrait utiliser ce qui s'appelle un graphique mosaïque. On en trouve dans le package StatModels. Mais on ne va pas s'embêter à aller aussi loin. Ce qu'on va tout simplement faire, c'est s'intéresser à cette variable rapid test pour influenza A et B, qui est un petit peu étrange. Pourquoi est-ce qu'on aurait un rapid test en plus d'avoir un influenza A et une influenza B? C'est un petit peu ça qu'on va essayer de visualiser maintenant dans cette analyse. Donc pour ça, très simple, on va simplement effectuer une crosstab pour influenza A et les rapid tests ainsi que pour B. Et on remarque tout de suite quelque chose, c'est que on a quand même sur le rapid test 15 cas qui ont été détectés positifs, alors que sur le influenza A, c'était en fait des cas négatifs. Et ça, c'est intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant que lorsqu'on fait une recherche sur la sensibilité de ces tests sur Internet, on se rend compte que ces tests ont une très mauvaise sensibilité. Donc ce sont des tests très peu fiables. Donc voilà, c'est une nouvelle chose à écrire dans notre prise de notes. C'est une nouvelle information, une nouvelle pièce de notre puzzle. Pour l'instant, on ne prend pas de décision, mais on pourra se référer à ce document plus tard lorsqu'on fera du pre-processing et de la modélisation en se disant, tiens, le rapid test, il nous donne pas des bons résultats et il est même reconnu comme étant peu fiable. Donc bon, on va peut-être pas s'en servir. À présent, on pourrait s'intéresser entre la relation être malade de n'importe quelle maladie, influenza, rhinovirus, ce genre de choses, et les taux de globules blancs, rouges, etc. que l'on a dans le sang. Donc pour ça, on va commencer par créer une nouvelle variable est malade, qui va donc nous indiquer si un patient a n'importe laquelle des maladies qui sont listées, à l'exception du Covid. Donc pour ça, on prend notre dataset, viral columns, on élimine les deux dernières colonnes qui sont les colonnes rapid test A et B, et on écrit égal detected. Donc ça nous donne voilà, un tableau de booléens. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire la somme de ce tableau. Donc on prend la somme NumPy et disons qu'on va la faire sur l'axe 1, ce qui nous donne le résultat suivant, 5643 lignes qui vont à chaque fois nous indiquer si une personne a un ou plusieurs maladies. Voilà, c'est possible d'avoir plusieurs maladies. D'ailleurs, ça serait intéressant, on pourrait faire plot. Et voilà, on voit que oui, il y a des gens qui ont été détectés jusqu'à 3 tests à la fois. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont 3 maladies, mais ils ont été testés positifs à 3 maladies. Intéressant. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est nous intéresser simplement au cas où c'est supérieur ou égal à 1, ce qui nous indique que oui, la personne est testée positive. Et donc on se retrouve avec un tableau comme ça. Et ce tableau, on va simplement l'insérer dans une nouvelle variable, donc est malade. Et donc notre dataset se retrouve avec une colonne est variable qui contient le fait que le patient soit atteint d'une maladie ou non. Ou en tout cas testé positif. C'est plutôt ça qu'il faut dire. Maintenant, pour visualiser la relation entre la variable est malade ainsi que les différents tests sanguins, on va faire la même chose que tout à l'heure, à savoir créer des sous-ensembles positifs et négatifs pour nos différentes valeurs de est malade, et visualiser tout ça avec le même code que tout à l'heure.
Donc voilà, on crée un dataset malade df dans lequel est malade est égal à true, un dataset non malade dans lequel c'est égal à false. On reprend la même boucle for que tout à l'heure en changeant simplement malade df et non malade df. Voilà. On exécute ça. Ça nous donne le même graphique que tout à l'heure, mais pas pour le coronavirus, mais pour d'autres maladies respiratoires. Et maintenant, on va essayer de voir si, contrairement au coronavirus dans lequel on avait les monocytes, les leucocytes qui étaient très différents, est-ce que là, on a les mêmes différences ou est-ce qu'on aura d'autres différences? Et ça pourrait être intéressant. Donc, analysons ces graphiques. Ça, c'est à peu près la même chose. Ah, hémoglobine, légère différence, mais honnêtement, sur un t-test, ça va rien donner. Platelets, ah, ça c'est intéressant. Parce que sur les platelets, vous vous souvenez, on avait un super beau décalage entre nos deux courbes. Et bien là, rien du tout. Les deux courbes sont parfaitement bien alignées. Un test de student nous dirait forcément, oui, c'est la même chose, c'est la même moyenne, il n'y a rien à dire. Maintenant, les mean platelet volume, ok. Les lymphocytes. Les lymphocytes sont différents. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce qu'on n'avait pas on n'avait pas une différence sur les lymphocytes par rapport au Covid, si on se rappelle bien. On avait simplement monocytes, leucocytes et platelets. Donc, on n'oublie pas de prendre nos notes. On peut observer que les taux sanguins entre malades et Covid-19 sont différents. Mais ça n'est qu'une idée. Il faudrait tester cette idée avec une hypothèse. Et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure avec les tests de student. Tout ça, c'est OK. Maintenant, on va essayer de visualiser la dernière chose intéressante, c'est la relation entre hospitalisation et les tests sanguins, ou bien le fait qu'une personne soit malade ou non. Donc, comme vous le savez, dans notre dataset, on a 3 variables. Patient admis au service de surveillance, soins semi-intensifs et soins intensifs. Jusqu'à présent, on n'y a pas touché. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle variable, par exemple statut, dans notre dataset, qui va être égale au résultat de la fonction apply, qui est une fonction essentielle de Panda, dont on avait parlé avec les fonctions map et tout ça dans la vidéo 18/30, dans laquelle donc on va utiliser une fonction qu'on a créée, qui va simplement mettre dans statut soit l'état surveillance, soit semi-intensif, soit intensif, en fonction des résultats qu'on a dans nos colonnes, patient, admis, etc. Donc, quand cette colonne est égale à 1, alors c'est surveillance, sinon c'est soins intensifs, sinon c'est intensif, et s'il n'y a rien, alors on met état inconnu. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser cette fonction hospitalisation dans la technique apply de Panda, et on va voir appliquer ça sur l'axe 1, l'axe des colonnes, puisqu'on veut rajouter une colonne. Donc, on exécute ça. Il y a une erreur parce que je n'ai pas encore défini cette fonction. Maintenant, il y a toujours une erreur, et c'est parce que j'aurais pas dû mettre df. Voilà, c'est simplement on applique apply, on applique la fonction hospitalisation sur cet objet, donc il n'est pas nécessaire de mettre ça, c'était une petite erreur de copier-coller. C'est bien que je laisse les erreurs, je vais la laisser au montage, comme ça vous pouvez voir un petit peu ce genre de choses. Et donc, si on analyse notre dataset, df head, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient, ok, une colonne statut, tout au bout de notre dataset. C'est très bien. Et maintenant, pour afficher la relation qu'il pourrait y avoir entre les taux sanguins des individus qui sont situés dans les différents services des hôpitaux, donc dans les différents statuts, on va réécrire une boucle for, comme ce qu'on a fait depuis le début de cette vidéo, mais attention, cette fois-ci, dans cette boucle for, on va créer une figure, et sur la figure, on va à chaque fois rajouter différents dist plots, je zoome un peu pour que vous voyez mieux, sur lesquels on va itérer à travers les différentes catégories de statuts. Et pour ça, on utilise la fonction qu'on a déjà vue plusieurs fois, la fonction unique. Donc on va avoir le statut inconnu, soins intensifs, soins semi-intensifs et surveillance. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas tout réécrit pour que la vidéo dure pas 1000 ans, que vous voyez quand même les choses rapidement. Mais ce qu'on a, c'est qu'on a filtré statut égale 4. On a
injecter ce tableau booléen dans notre df, c'est toujours la même chose, hein, toujours le même protocole. Ensuite, on a sélectionné uniquement la colonne concernée de blood colonne dans ce tableau df qui a été filtré pour ne contenir que la catégorie concernée. On rajoute une légende en écrivant quelle catégorie on désire avoir. Et maintenant, si on exécute ce code, alors on obtient des graphiques vraiment très sympas. Et oui, c'est assez intéressant de voir que, ok, les personnes qui sont admises en soins intensifs ont des taux de leucocytes vraiment différents. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant de voir ça. Et ça serait même intéressant si on voulait poursuivre un autre objectif que de vouloir prédire si une personne a le Covid ou non, mais à la place de vouloir insérer les gens dans le bon service en fonction de leurs résultats sanguins. Ça aussi, ça pourrait être un bon exercice, un bon objectif de prédiction, de modèle de machine learning, et on pourra peut-être le faire dans la vidéo 29 sur 30, très rapidement. Donc, prise de notes, voilà, on est content. Et maintenant, on va s'attaquer à l'avant-dernier sujet de cette vidéo, qui va être l'analyse un petit peu plus détaillée des valeurs manquantes de notre dataset. Alors, ça va vraiment être rapide, mais c'est très utile de faire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de comprendre, juste à titre informatif, hein, qu'est-ce qui se passerait dans notre dataset si on éliminait certaines valeurs manquantes. Vous allez tout de suite comprendre. Actuellement, nous avons deux types de variables. Nous avons les blood columns et les viral columns. Donc idéalement, on aimerait avoir les deux, mais le problème, et on le voit très bien ici, c'est que nos lignes ne sont pas alignées entre ces deux catégories de variables. Donc la réunion entre ces deux catégories de variables va éliminer énormément de valeurs dans notre dataset. On va se retrouver avec un nombre tout petit de données. Et ça, on peut le voir très facilement en écrivant df.dropNA et en comptant le nombre de variables qui nous restent. Et voilà, le nombre de valeurs qui nous restent. Et voilà, il nous reste 99 valeurs dans notre dataset par colonne. Sur les 5600, etc. qu'on avait. C'est quand même pas cool. C'est quand même pas cool. Donc, si on veut travailler avec ces deux éléments, eh ben, il faudra sûrement qu'on conserve nos valeurs manquantes, qu'on les remplisse avec un fil NA dans la prochaine vidéo, la vidéo de pre-processing. En attendant, il serait intéressant de savoir combien de valeurs on aurait si on ne travaillait qu'avec les valeurs df_blood. Donc on aurait 600 valeurs, c'est un peu plus de 10% de notre dataset. Et de la même manière, si on travaillait avec les viral columns, il nous en resterait 1354. Donc évidemment, là c'est clair et net, il vaut mieux travailler avec viral columns. Mais ça suffira sûrement pas. On a pu identifier grâce à notre analyse que ces variables-là sont extrêmement utiles. Pour finir cette analyse des valeurs manquantes, il faut bien sûr essayer de comprendre quel est l'état de notre target si on élimine toutes les valeurs manquantes de certains groupes. Par exemple, si on sélectionne le groupe des données virales, qu'on y rajoute la variable target, qu'on élimine toutes les valeurs manquantes, c'est-à-dire qu'on passe de 5000 valeurs à 1354, alors est-ce qu'on garde toujours un bon rapport de positif et de négatif dans notre target? Eh bien, on vérifie ça tout de suite en écrivant dropNA, COVID, et on utilise value counts. Et optionnellement, comme on l'a vu au début de la vidéo, on peut utiliser normalize égale true. Et là, on voit qu'il nous reste à peu près les mêmes proportions. Et pour compléter notre analyse, il faut faire la même chose pour les variables de type 100. Et là, on voit qu'on a des meilleures proportions, nos classes sont plus balancées. On retrouve 86% et 14%, grosso modo. Donc pour terminer, on prend nos petites notes en écrivant tout ça sur papier, comme ça on garde ces informations à portée de main, ce qui est très utile. Et on va terminer cette vidéo en faisant rapidement quelques tests d'hypothèse. Parce que c'est vrai qu'on a pu, durant notre exploration, trouver quelques idées. On s'est dit, ah tiens, il semblerait par exemple que les individus atteints du Covid-19 ont des taux de leucocytes, monocytes et platelets significativement différents des individus qui sont négatifs. Eh ben, on va tester cette idée.
on va émettre une hypothèse nulle, qui va donc être la suivante. H0 égale les taux moyens sont égaux chez les individus positifs et négatifs. Et cette hypothèse, on va la tester avec un test de Student. Alors, on n'en a pas parlé encore sur cette chaîne YouTube, des tests statistiques, ou à peine avec le test de Ki2, mais le test de Student, c'est un test qui permet de vérifier si la moyenne entre deux distributions est différente, est significativement différente. Et pour ça, on émet une hypothèse nulle dans laquelle on dit les taux moyens, donc les moyennes, sont égaux, elles sont égales les moyennes, entre nos deux distributions, nos deux groupes de données. Le principe du test de Student va être d'essayer de rejeter cette hypothèse. Pour ça, on définit un seuil alpha, qui est en général aux alentours de 2% ou 5%. On calcule une valeur P avec notre test de Student ou notre test de Ki2, etc. Et si la valeur P est inférieure à notre seuil de probabilité alpha, alors on peut rejeter cette hypothèse, sinon on ne peut pas rejeter cette hypothèse. Voilà. C'est comme ça que fonctionnent les tests statistiques, mais vous en faites pas, si vous êtes un peu rouillé avec ça, on en parlera à l'avenir sur cette chaîne. Donc, pour effectuer notre test de Student, on va utiliser l'outil t-test d'indépendance qui nous vient du module scipy.stats. Maintenant, une chose importante à savoir, c'est que lorsqu'on effectue un test de Student, il est préférable d'avoir des classes balancées entre nos différents groupes. Voilà. Le nombre de gens positifs doit à peu près être égal au nombre de gens négatifs. Le problème, c'est qu'on n'a pas du tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une technique d'échantillonnage en écrivant sample, dans laquelle on va préciser le nombre d'échantillons qu'on veut tirer au hasard dans négatif df. Donc, si on veut avoir quelque chose de parfaitement équilibré, on va écrire 558. Et là, on se retrouve avec 558 échantillons extraits au hasard de notre data frame négatif df. Et ça nous donne ça. On a 558 lignes. Et ça va être très utile. Donc, pour être bien sûr un petit peu plus malin, on va faire positive df.shape 0, au cas où cela change à l'avenir. Donc voilà, là on a notre 558 qui est écrit ici. Eh bien, ces deux choses, on va les intégrer dans une fonction qui va faire appel à t-test indépendant, qui va calculer la valeur P entre ceci et cela pour chaque colonne de blood test, et on va comparer cette valeur P à notre seuil alpha. Donc voilà, en gros, on a ça, une fonction t-test, une valeur alpha égale à 0,2, on calcule une valeur P à partir de t-test indépendant, donc ce que je vous disais, dans lequel on compare la grosse expression qu'on a écrite là, que d'ailleurs on pourrait remplacer par balanced neg, dans lequel on va éliminer les valeurs manquantes, c'est mieux pour faire un t-test, et on va faire la même chose pour positive df, dans lequel on prend la colonne concernée, qui va être ici, et on fait drop NA. On vérifie si notre p-value est inférieure à alpha, et si tel est le cas, alors on rejette notre hypothèse, sinon on retourne 0. Voilà. Donc, on compile cette fonction, et maintenant, on va créer une boucle for, comme depuis le début, for colon in blood columns. Qu'est-ce qu'on fait? On imprime la colonne, on réutilise la petite astuce que je vous ai montrée au début pour faire des jolis alignements, et on va faire appel à notre fonction t-test de colonne. Mais alors, ce qui est intéressant de constater, c'est que en effet, les platelets, les leucocytes, semblent être des variables significativement différentes pour les gens atteints du coronavirus et les gens qui ne sont pas atteints du coronavirus. Donc, ce t-test nous permet de revenir à notre prise de notes et de dire que cette hypothèse est rejetée. Les taux moyens ne sont pas égaux chez les individus positifs et négatifs. Et ça, c'est très intéressant pour la suite du programme, croyez-moi. Donc, bon, pour compléter cette analyse, on pourrait faire la même chose
sur d'autres hypothèses qu'on aurait testées. Je vous laisse faire tout ça de votre côté si ça vous intéresse. Je vais mettre ce code sur GitHub dans les prochains jours, comme ça vous aurez tout ce code qui est assez long. Et la vidéo était d'ailleurs très très longue, hein. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a embêté, c'est important pour moi de le savoir, ou si vous préférez que je fasse de simples copier-coller, ce que moi je trouve pas terrible, ou plutôt que je tape le code comme ce que j'ai pu faire dans cette vidéo. Je pense que c'est plus pédagogique, vous voyez, mais dites-le moi dans les commentaires, je fais ces vidéos pour vous, pas pour moi. Donc, voilà pour cette exploration de notre dataset, et vous voyez, on a quand même pris pas mal de notes, et des notes qui vont nous servir tout au long du projet. Donc, à partir de là, maintenant, il reste à faire le pre-processing, dans lequel il s'agit d'être cohérent avec les choses qu'on a identifiées ici. Donc, il faudra repartir de notre dataset originel, data, en refaisant une copie de notre dataset. Et puis, à partir de là, on va mettre en place différentes opérations qu'on a pu identifier comme étant utiles dans cette vidéo. Par exemple, on va drop patient ID. On va peut-être créer, recréer ou réutiliser la fonction qui nous permet de créer ça. On va évidemment filtrer les variables qui ont plus de 90% de valeurs manquantes. Tout ce genre de choses, on va très rapidement le refaire au début de la vidéo de pre-processing. Ensuite, pour cette vidéo, vous n'avez qu'à suivre la checklist que je vous avais donnée dans la vidéo 26. Voilà, je vous souhaite bon courage. Si vous ne voulez pas louper cette vidéo, pensez à vous abonner. Si vous avez la moindre question, laissez-la moi dans les commentaires de cette vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord et continuer à partager vos analyses, vos graphiques. Il y a des gens vraiment très très sympas dessus et je trouve que vous avez publié de très bonnes analyses pour cette première partie. Et bien sûr, j'aimerais terminer cette vidéo en remerciant les gens qui me soutiennent sur Tipeee. Merci à vous, je vous dis à très vite et portez-vous bien.